De leur début dans la série La fête à la maison à leur empire de la mode valant des milliards de dollars, les jumelles Olsen ont traversé d'immenses épreuves personnelles, loin des regards du public. Découvrez la tragédie méconnue de la vie de Mary-Kate et Ashley Olsen et comment tout a basculé. Mary-Kate et Ashley Olsen sont nés le 13 juin 1986 à Sherman Oaks, en Californie. Elles faisaient partie d'une famille nombreuse avec un frère aîné Trent et une sœur cadette Elizabeth qui deviendra elle aussi actrice. Leurs parents David Olsen et Jarnette ont divorcé en 1995, donnant naissance à deux demi-frères et sœurs, Courtney Taylor et Jake, issus du second mariage de leur père. Dès leur plus jeune âge, la vie des jumelles était tout sauf ordinaire. À seulement 6 mois, elles décrochaient le rôle de Michelle Tanner dans la sitcom à succès d'ABC, La fête à la maison. Le créateur de la série, Jeff Franklin, fut captivé par les jumelles lors d'un casting ouvert, remarquant leur aisance naturelle avec les inconnus. Pour respecter la législation sur le travail des enfants, qui limitait la durée de travail autorisée pour un enfant, Mary-Kate et Ashley se relayaient dans le rôle de Michelle, un rôle qu'elles ont tenu pendant toute la durée de la série. La série, diffusée pendant 8 saisons et qui s'est terminée en 1995, a vu l'ascension fulgurante de Mary-Kate et Ashley vers la célébrité au prix d'un lourd tribut personnel. Dès l'âge de 3 ans, leurs parents avaient engagé Robert Thorne comme manager et ce dernier a joué un rôle crucial dans la création de Dual Star, une société de divertissement qui a transformé les jumelles en une véritable marque. Cette initiative a étendu leur influence au-delà de la télévision pour inclure le cinéma, les livres, la musique et les produits dérivés. Fait remarquable, à 6 ans, les jumelles Olsen étaient devenues les plus jeunes productrices de l'histoire d'Hollywood. À 10 ans, elles étaient déjà millionnaires. Malgré leur succès, l'enfance des jumelles était loin d'être typique. Dans une interview à cœur ouvert accordée à Nylon, Ashley est revenue sur leur début dans l'industrie, expliquant leur implication profonde dans le milieu dès leur plus jeune âge. « Nous avons été vraiment impliqués dans le processus dès le début », a-t-elle déclaré, même quand nous n'avions que 10 ans. Cependant, cette implication a eu un prix. Le travail constant leur laissait peu de place pour simplement être des enfants. Mary-Kate a fait écho à ses sentiments dans une interview de 2010 avec Mary Ciela, où elle a décrit leur éducation comme une épreuve qu'elle ne souhaiterait à personne. Elle a notamment raconté comment le visionnage de vieilles photos lui donnait un sentiment de déconnexion. De par son passé, leur ascension fulgurante vers la célébrité comparable à celle de petites singes savantes fut plus un accident qu'un plan prémédité. Leur mère envoya une photo des filles à une agence de casting sur un coup de tête, ce qui leur permit d'obtenir des rôles dans La fête à la maison. Cependant, le parcours ne fut pas sans embûches. John Stamos, qui incarnait l'oncle Jesse, admet que travailler avec les jumelles était parfois difficile. Il confia à Entertainment Weekly que leurs pleurs fréquents rendaient le tournage compliqué. À un moment donné, les producteurs allèrent même jusqu'à remplacer les actrices. Finalement, Mary-Kate et Ashley revinrent leurs remplaçantes, ne convenant pas. Le Washington Post rapporta que, durant la première saison, Mary-Kate avait assuré la majeure partie du tournage, Ashley étant trop intimidée pour être sur le plateau. Cette célébrité précoce eut un revers. La presse et le public les harcèlent sans relâche, oubliant souvent qu'elles n'étaient que des enfants. Dans un article du Washington Post, paru en 1991, Jay Matthews évoqua l'engouement de sa famille pour les jumelles Olsen, malgré leur manque de talent d'actrice. Cette attention et cette pression constante contribuèrent aux difficultés que les jumelles rencontrèrent plus tard avec leur identité et leur santé mentale. L'histoire des jumelles Olsen. La vie des jumelles après. La fête à la maison a pris une tournure plus sombre lorsqu'elles ont grandi sous les feux des projecteurs. Ce n'était pas seulement quitter une série culte, mais aussi faire face à l'éclatement d'une famille. En 1995, leurs parents Dave et Johnny Olsen ont divorcé, brisant la stabilité qu'elles connaissaient. Ce n'était pas une séparation comme les autres, elle a coïncidé avec la fin de la fête à la maison et la dissolution de l'empire qui les avait rendus célèbres. Leur père Dave avait entamé une relation avec Mackenzie, une ancienne collègue du secteur hypothécaire, avant même de quitter ce secteur pour Hollywood.
Cette liaison a entraîné la rupture avec Jeanne. Un mois seulement après l'annonce publique du divorce, Dave a épousé Mackenzie. Ce fut un tourbillon qui a divisé la famille. Ashley a choisi de ne pas assister au mariage pour rester avec sa mère tandis que Mary-Kate y assistait. Une décision qui en disait long sur le fossé émotionnel. Dave a essayé de faire comme si de rien n'était, affirmant que les filles allaient bien, mais Jeanne a gardé ses sentiments pour elle. Malgré le chaos à la maison, les jumelles ont essayé de s'accrocher à une vie normale. Mary-Kate a raconté dans une interview de 1996 comment elles allaient à l'école, jouaient avec leurs amis et faisaient des soirées pyjama. Elles fréquentaient l'école Campbell. La Hall Episcopal School, une école privée de Studio City, encourageait la curiosité et la découverte de soi. Mais soyons honnêtes, leur vie était tout sauf normale, leur carrière passait avant tout. Imaginez rater votre bal de fin d'année parce que vous deviez animer le Saturday Night Live. C'est exactement ce qui s'est passé. Au lieu de se balader en limousine et de porter des robes de soirée, elles faisaient la promotion de leur film New York Minute. Elles en ont même plaisanté dans leur monologue au SNL. Le passage à l'âge adulte de Mary-Kate et Ashley Olsen a été tout sauf un long fleuve tranquille. Après le chaos du divorce de leurs parents et la pression de la célébrité, les choses ont pris une tournure encore plus sombre. Mary-Kate a commencé à lutter contre un problème bien plus grave que ce que les tabloïds laissaient entendre au début des années 2000. Des rumeurs ont commencé à circuler sur la santé de Mary-Kate. Les médias étaient impitoyables, utilisant un langage insensible et minimisant des problèmes sérieux. Avant même qu'elle n'ait 18 ans, juste après son baccalauréat, Mary-Kate a été admise dans un centre de réadaptation pour un trouble alimentaire. Son père et son thérapeute sont intervenus, craignant pour sa vie. Une source a confié qu'ils ne voulaient pas la retrouver morte par terre affamée. Les jumelles sont apparues à la télévision. Quelques mois plus tard, lors de l'émission d'Oprah Winfrey, connue pour ses interviews empathiques, elle a commis une gaffe en les interrogeant sur les rumeurs de troubles alimentaires, allant jusqu'à leur demander leur taille de vêtements. Ashley a tenté de détourner la conversation poliment, mais Oprah a persisté, aggravant une situation déjà délicate. Mary-Kate cachait bien sa souffrance même à ses proches. Denny Gordon, le réalisateur de New York Minute, se souvient avoir dîné avec elle sans rien remarquer d'anormal. Le docteur Drew Pinsky, qui jouait leur père dans le film, n'a lui non plus décelé aucun signe. Cette capacité à masquer sa douleur est fréquente chez les personnes souffrant de troubles alimentaires. Dans une interview accordée à Elle en 2008, Mary-Kate a finalement abordé son anorexie. Elle a parlé de la difficulté de demander de l'aide et d'être honnête avec soi-même. « Je ne veux pas vivre ma vie les yeux fermés », a-t-elle déclaré. Alors que Mary-Kate luttait en coulisses, le monde continuait de suivre les rumeurs de dépendance à la cocaïne, alimentée par sa maigreur extrême et l'image de fêtarde débridée que les médias lui présentaient. Les jumelles ont même ironisé sur la situation lors d'un épisode de Saturday Night Live en criant « Vous êtes tellement maigre, mangez un sandwich ». Mais la réalité était loin d'être drôle. 17. Mary-Kate avait peu son mot à dire sur son traitement, ses parents étant toujours ses tuteurs légaux. Elle a choisi de poursuivre un traitement ambulatoire pendant son premier semestre à NUCALU, mais même ce plan a échoué, comme si la lutte contre ses démons personnels ne suffisait pas. La quête de Mary-Kate et Ashley Olsen pour une vie normale à NYXU est devenue un nouveau champ de bataille. Elles avaient de grands espoirs pour leur expérience universitaire. Inscrites en septembre 2004, les jumelles ont investi dans un penthouse de 7 millions de dollars dans le West Village, dans lequel elles n'ont jamais emménagé, renonçant à la vie typique des dortoirs universitaires, mais à leurs rêves. Leur parcours universitaire s'est rapidement dégradé. Des rumeurs ont vite circulé selon lesquelles les jumelles en avaient assez. Mary-Kate en particulier a été surprise en train de sécher les cours. On a spéculé qu'elle pourrait suivre un programme d'études indépendant pour concilier sa vie à New York et à Los Angeles. Finalement, Mary-Kate a pris un congé, ce qui a alimenté les rumeurs d'une deuxième cure de désintoxication alimentaire. En réalité, elle bénéficiait déjà d'un solide réseau de soutien, comprenant des équipes de thérapeutes, de nutritionnistes et de coachs en alimentation. Ashley a rapidement suivi son exemple. La pression de leur célébrité les empêchait de se sentir en sécurité à l'université.
C'est alors qu'est apparu Spencer Pratt, le méchant autoproclamé de la série The Hills. En 2007, il a affirmé avoir gagné 50 000 $ en vendant une photo de Mary-Kate en train de boire lors d'une soirée. Cette trahison a déclenché une querelle, Pratt faisant des commentaires désobligeants sur Mary-Kate. Ce n'était qu'un exemple de la façon dont chacun de leurs faits et gestes était scruté et souvent exploité à des fins lucratives. De plus, elles avaient une entreprise florissante à gérer. Quitter l'Université de New York n'était pas seulement une question de vie privée, mais aussi de survie. Leur vie était un festin pour les tabloïds bien avant l'université du divorce de leurs parents. À leur adolescence, les sœurs Olsen étaient sous les feux des projecteurs. Devenues des icônes de la mode, malgré leurs innombrables films et émissions spéciales sorties directement en vidéo, elles étaient surtout célèbres pour leur célébrité. La curiosité du public à leur égard s'intensifiait à l'approche de leurs 18 ans au début des années 2000. L'avènement d'Internet a engendré une nouvelle forme d'intrusion. Des sites web ont fait leur apparition, affichant des comptes à rebours jusqu'aux 18 ans des jumelles célébrant leur passage à l'âge adulte de la manière la plus malsaine qui soit. Ces sites ont accentué la sexualisation omniprésente dont elles étaient victimes. Être enfant de star est déjà difficile, mais être adolescent sous le feu des projecteurs relève du cauchemar. Chaque choix, chaque comportement était scruté et souvent déformé en histoire mensongère. Un exemple, Ashley a poursuivi le National Enquirer pour 40 millions de dollars suite à la publication d'une photo et d'un titre trompeur, laissant entendre qu'elle avait perdu connaissance après avoir consommé de la drogue. Le journal a par la suite présenté des excuses et un rectificatif, mais le mal était fait. Ce type de surveillance intrusive était une constante dans leur vie. Ashley se souvient s'être sentie très en colère et sur la défensive lorsqu'un journaliste l'a interrogée sur sa virginité avant même qu'elle n'ait l'âge légal. Elle a décrit cela comme son pire cauchemar, soulignant le caractère intrusif de leur vie privée. La célébrité et l'attention incessante ont rendu difficile pour les jumelles de mener une vie normale. Leurs tentatives d'intégration à la vie universitaire ont été contrariées par cette même célébrité qui leur avait apporté le succès. La fascination du public pour leur vie, combinée à la soif insatiable de scandales des tabloïds, leur a laissé peu d'intimité. Malgré ces difficultés, Mary-Kate et Ashley ont continué à gérer leur empire, le Dual Entertainment Group, qui a connu un grand succès en produisant des films, des livres et des lignes de vêtements. Mais le prix de leur célébrité était évident. La pression de maintenir leur image publique tout en gérant leurs problèmes personnels était immense. Comme si leur vie n'était pas déjà scrutée à la loupe, les habitudes tabagiques des jumelles Olsen sont devenues une autre source de fascination. À une époque, Mary-Kate et Ashley affirmaient ne pas fumer ni boire. Dans une interview accordée à Rolling Stone en 2003, elles insistaient sur leur hygiène de vie, mais les choses ont changé. Le passage aux pauses cigarettes en tenue haute couture a semblé marquer un nouveau chapitre dans leur vie. Les médias sont devenus obsédés par cette habitude. Peut-être était-ce l'image des jumelles fumant souvent ensemble qui ajoutait à leur mystère. Les rares apparitions publiques de leur duo bande privée ont été rares. Elles se sont retirées des projecteurs, ne laissant derrière elles que ces instantanées froides distantes et toujours une cigarette à la main. Rachel Handler, de Vulture, a parfaitement saisi ce sentiment, se demandant pourquoi les photos des jumelles Olsen fumant semblaient si apaisantes. Life et Style a adopté un point de vue plus critique, attribuant leur air fatigué au tabagisme. Page Six a même révélé des détails sur le mariage de Mary-Kate où des bols remplis de cigarettes étaient mis à la disposition des invités. Leur habitude de fumer semblait presque rebelle, un petit acte de défiance face à l'attention constante, mais elle laissait aussi entrevoir le stress et la pression qu'elle subissait. L'attachement de Mary-Kate à la cigarette était si fort qu'elle a été réprimandée 2 fois lors d'une soirée de la Fashion Week de New York en 2010 pour avoir fumé à l'intérieur. L'addiction des jumelles était évidente et elles étaient prêtes à risquer leur professionnalisme pour un moment de répit au milieu du tourbillon de leur vie publique. La vie amoureuse de Mary-Kate Olsen a été un sujet d'intrigue de l'artiste Natalie Mann à Max Winker, le fils de l'acteur Henry Winkler et de son épouse. Les relations de Mary-Kate.
ex-maris d'Olivier Sarosi, ont souvent été scrutés par les médias, mais une romance supposée se distingue par sa fin tragique. En 2008, des rumeurs circulaient concernant la relation de Mary-Kate avec l'acteur Heath Ledger. Selon certaines sources, ils se fréquentaient sans engagement depuis 3 mois. Leur relation n'était pas sérieuse. Ils appréciaient simplement la compagnie l'un de l'autre et partageaient une passion pour les Marlboro rouges. Ce fut une relation éphémère, mais profondément marquante dans la vie de Mary-Kate. Le monde fut sous le choc lorsque Heath Ledger fut retrouvé inanimé dans son appartement. Le New York Times rapporta que Diana, la masseuse qui découvrit Ledger, avait téléphoné 2 fois à Mary-Kate avant d'appeler les secours en utilisant le numéro abrégé de Ledger. Elle avait contacté Mary-Kate, qui se trouvait alors en Californie. Mary-Kate aurait promis d'envoyer ses gardes du corps témoignant de leur lien étroit. Face à l'absence de réaction de Ledger, elle appela les secours et tenta de le réanimer, mais il était trop tard. La mort de Ledger fut déclarée comme une overdose accidentelle de médicaments sur ordonnance. L'incident a jeté une ombre sur Mary-Kate, qui aurait refusé de coopérer avec les enquêteurs sans bénéficier d'une immunité contre de futures poursuites. L'affaire a finalement été classée sans suite faute de cible viable pour l'enquête. Après avoir traversé les eaux tumultueuses de la célébrité et des difficultés personnelles, Mary-Kate et Ashley Olsen ont décidé de se retirer de la vie publique. Depuis le petit rôle de Mary-Kate dans le film Beastly en 2011. Les jumelles sont devenues des énièmes hollywoodiennes drapées dans des tenues haute couture surdimensionnées et arborant de longs cheveux ondulés. On les voit rarement, sauf lors d'événements soigneusement sélectionnés comme le Met Gala ou la Fashion Week, où elles font la promotion de leur marque de mode. Les jumelles Olsen sont désormais plus souvent présentes dans les pages des magazines de mode qu'à l'écran. Nous sommes habitués à être de l'autre côté de la caméra et à gérer le processus. Il est donc difficile pour nous de faire des séances photos maintenant, a déclaré Mary-Kate à Net-a-Porter's The Edit en 2017. Leur transition du cinéma à la mode s'est faite sans heurts et pourtant il est clair qu'elles préfèrent l'ombre à la lumière. Contrairement à beaucoup de leurs pairs hollywoodiens, vous ne trouverez pas les sœurs Olsen sur les réseaux sociaux. Ashley a mentionné dans The Edit que elles ne se sont pas plongées dans ce monde et sont restées plutôt discrètes. Leur première apparition publique en prenant le contrôle du compte Instagram de Sephora pour promouvoir leur marque Elizabeth & James en 2016 fut un événement rare et marquant. C'était chic et naturel comme prévu, mais n'espérez pas une réédition. Leur retrait de la vie publique s'étend également à leurs racines. Elles ont choisi de ne pas participer au reboot de Fuller House à la grande déception de leurs fans. Les jumelles ont pleinement embrassé leur rôle de créatrices de mode, dirigeant un empire d'1 milliard de dollars tout en préservant farouchement leur vie privée. En tant que magnats de la mode, Mary-Kate et Ashley Olsen ont bâti une marque de luxe qui impose l'attention et le respect dans le secteur. Leur marque The Row est reconnue pour ses créations minimalistes haut de gamme, avec des robes souvent vendues autour de 600-500 $. Cela peut paraître astronomique pour la plupart, mais c'est comparable à d'autres marques de luxe comme BG Avena et Lanvin. En 2011, elles ont même réussi à vendre tous les exemplaires d'un sac à dos en alligator à 39,0 $, malgré la polémique des défenseurs des droits des animaux. Cependant, leur parcours dans le monde de la mode n'a pas été sans controverse. En 2015, d'anciens stagiaires menés par Shahista Lani, diplômés de la Parsons School of Design, ont intenté un recours collectif contre Dual Star Entertainment Group. Les stagiaires accusaient le groupe de vol de salaire. Lani affirmait avoir travaillé 50 heures par semaine, effectuant des tâches habituellement réservées aux employés rémunérés. Elle racontait même avoir été hospitalisée pour déshydratation après avoir porté de lourds imperméables sous une chaleur accablante. « On est comme un employé, sauf qu'on n'est pas payé », avait-elle déclaré à Page Six. Ces conditions de travail difficiles avaient poussé de nombreux stagiaires aux larmes pour des tâches simples comme aller chercher du café ou faire des photocopies. La plainte soutenait que les stagiaires auraient dû être rémunérés au salaire minimum et recevoir des heures supplémentaires. Les représentants des sœurs Olsen ont qualifié la plainte de sans fondement.
Un accord à l'amiable a finalement été conclu, prévoyant le versement de 140 $0 à répartir entre 185 stagiaires, reconnaissant ainsi les difficultés rencontrées par ceux qui avaient contribué à leur empire de la mode. Le parcours de Mary-Kate et Ashley Olsen a été semé d'embûches et ces dernières années n'ont pas fait exception. Le mariage de Kate avec le banquier français Olivier Sarkozy était souvent marqué par des démonstrations d'affection maladroite en public mais en privé, la situation était loin d'être idéale. En avril 2020, Mary-Kate a demandé le divorce. Cependant, la COVID-19 avait temporairement suspendu les procédures de divorce à New York. Désespérée, elle a demandé une ordonnance d'urgence en mai, affirmant que Sarkozy avait résilié leur bail à son insu et tentait de la forcer à quitter leur appartement. Sarkozy lui aurait donné un délai très court pour déménager ses affaires, une tâche rendue impossible par les mesures de confinement de la ville. Lorsqu'elle a demandé une prolongation, il l'aurait ignorée. Prise au piège de cette situation stressante, Mary-Kate a trouvé refuge chez Ashley et des amis hors de la ville. Malgré le chaos, elle avait un contrat prénuptial lui offrant une certaine protection dans cette période difficile. Pendant que Mary-Kate gérait ses problèmes personnels, les jumelles ont subi une autre perte déchirante. Leur père de fiction bien-aimé, Bob Sag, est décédé subitement en janvier 2022. Sag avait toujours entretenu un lien étroit avec ses filles de fiction, notamment Mary-Kate et Ashley, malgré leur absence du reboot de Fuller House. Sag est resté protecteur et en contact régulier avec elle. Après son décès, les jumelles ont exprimé leur soutien. Une profonde tristesse les entoure et ils le décrivent comme l'homme le plus aimant, compatissant et généreux. Ils ont assisté à ses funérailles pour rendre hommage à celui qui avait joué un rôle important dans leur vie. Ashley Olsen a également dû faire face à son lot de problèmes de santé au fil des ans. En 2015, on lui a diagnostiqué la maladie de Lyme à un stade avancé, ce qui a rendu le travail difficile et l'a éloigné de la vie publique. La maladie l'a laissé fatigué et souvent d'humeur changeante, une période difficile qui a mis en évidence sa résilience. En 2016, Ashley a connu une autre grave alerte de santé à la suite d'une intervention de chirurgie plastique ratée. L'opération a entraîné une nécrose provoquant un gonflement, des ecchymoses et un noircissement de son visage. Une thérapie intensive à l'oxygène a été nécessaire pour traiter cette affection qui l'a profondément marquée. Malgré cette expérience traumatisante, Ashley reste déterminée à subir de futures interventions même si elle sera plus prudente dans ses choix.